Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle. L'INSEAC du CNAM. EAC en festival, le chantier citoyen des Francopholies. Du 12 au 16 juillet 2023 avait lieu le festival des Francopholies de La Rochelle. Les chercheurs de l'INSEAC du CNAM étaient présents sur le terrain festivalier pour la deuxième année consécutive. Lors de la première année, nous avions prêté attention au dispositif Franco-Reporter et Passe Culture. Cette année, nous nous sommes intéressés à l'implication des Francopholies à agir au-delà de sa mission de valorisation de la musique francophone, par son implication dans la formation et la médiation sur des sujets de société, auprès des professionnels et des artistes, comme des festivaliers et des élèves. C'est donc aussi une structure qui a la volonté de soutenir des lendemains meilleurs, en usant de ses compétences et de son champ d'action à travers le monde de la musique. Ainsi, les Franco, c'est un chantier, sûr comme en dehors du festival, au cœur et au-delà de son milieu professionnel, par le développement d'un pôle de ressources d'éducation artistique et culturelle sur la chanson francophone et la musique actuelle. Mais aussi, c'est une structure qui s'engage auprès des associations pour concourir à la valorisation des pratiques amateurs et des expressions citoyennes. L'éducation artistique et culturelle. Non, c'est hyper pompeux, mais finalement, ça veut dire tellement de choses. C'est-à-dire que quand on se déploie... Perrine Gabrielsen, responsable des actions EAC pour les Francopholies, chorégraphe et danseuse. Bien sûr, il y a les scolaires, mais il y a aussi les adultes, le grand public, il y a les publics empêchés dans les centres pénitentiaires, dans les hôpitaux psychiatriques même, et puis beaucoup les publics éloignés de la culture, donc les territoires ruraux, les quartiers prioritaires de ville. Et c'est faire que la musique, enfin l'art en général, mais il se trouve que là aux Francopholies c'est la musique, puisse aller auprès du plus grand nombre. C'est toujours hyper touchant de voir les résultats. C'est que parfois, faut être franc, hein, parfois les constructions elles sont longues, elles sont pénibles. Il y a aussi parfois un côté oh là là, tout ça pour ça. Et puis non, à la construction on pourrait se dire ça, mais vraiment ça vaut le coup là, tout ça pour 4 jours d'atelier quelque part. Et quand on voit les yeux qui brillent, voir les larmes qui coulent d'émotion. Mon poste, c'est une boucle. C'est un petit cadeau. Ouais. C'est qu'au printemps, je les rencontre au chantier des Francopholies. Donc à peu près 15 artistes par an sélectionnés au chantier. On les accueille et c'est là où je me présente et je pose ma graine. En général, quand ils viennent à La Rochelle en session du chantier, ils sont pas là pour ça, bien sûr. Ils sont là 5 jours pour travailler leur live. C'est extrêmement rapide et dense, donc ils sont pas là pour ça. Mais je me présente et je leur dis que s'ils sont pas au courant que ça existe, qu'ils peuvent le faire avec les Francopholies, que si un jour ça les tente, je serai là. Et il y en a qui disent tout de suite oh oui, oh oui, oh oui. Il y en a qui disent non, j'aime pas ça. Et parfois ils changent d'avis. Et parfois c'est aussi, souvent d'ailleurs pour les artistes émergents, je ne me sens pas légitime, je suis pas prêt. Donc on peut les accompagner, on peut les former. Mais oui, tous les dispositifs que nous déployons à l'automne sont faits en étroite collaboration avec les artistes issus du chantier des Francopholies. Pour la toute première fois, en collaboration avec la SACEM, on a organisé un temps fort artistes, citoyens et responsables. Donc c'était sur 2 jours, là au mois de mai, les 15 et 16 mai dernier, où on a invité les artistes issus du chantier de la sélection 2023, mais aussi les années passées. Je crois qu'on a fait de 2020 à 2023. Et on s'est tous réunis avec différents intervenants professionnels aussi sur cette notion d'engagement. Pour la première fois, pendant 2 jours, avec les artistes de cette sélection 2023 qui s'appelait Artistes responsables et citoyens. Émilie Yakish, co-directrice des Francopholies et garante du respect des engagements définis par l'équipe. Et où pendant ces 2 jours, on a échangé entre les artistes de la sélection, les intervenants qui sont à nos côtés au chantier, d'autres professionnels, d'autres métiers d'art et de l'artisanat d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'était à voir aujourd'hui et pour demain une démarche
responsable et citoyenne. Et pour nous, c'est certainement les deux fondamentaux qu'on va déployer à l'avenir pour soutenir l'installation de carrière, c'est-à-dire de permettre aux artistes qui en sont au stade du développement de questionner les valeurs qui les animent à avoir cette démarche artistique et quel type d'artiste ils veulent être, pour que dès le départ, il n'est pas seulement l'objectif d'un développement à tout va, mais bien d'émerger de la masse de la création très certainement, mais aussi de se dire moi je veux faire ça sur ma vie. Et du coup ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'être Colline Rio, mais j'adore composer, j'aimerais écrire pour d'autres, ou composer pour d'autres, ou j'aimerais faire des musiques de films, ou j'aimerais beaucoup transmettre dans mon parcours. J'entends pas être artiste sans cette démarche de médiation ou d'engagement. Voilà, en tout cas au chantier désormais qui accompagne plutôt le travail scénique, de se dire on y a aussi un temps où on questionne les artistes sur dans le long cours, c'est quoi la position, quel type d'artiste tu veux être. Je me pose vraiment toutes ces questions-là et c'est tombé à point nommé parce que c'est une façon d'y entrer de manière douce, en fait, d'affirmer, ok, bah... Colline Rio, artiste du Chantier des Francopholies 2022 et marraine du concours à voix haute 2023. Mes convictions et la place que je veux donner à l'engagement écologique, et je trouve ça génial comme projet, le fait de vraiment proposer de créer des chansons qui vont parler de la nature, de la biodiversité, de l'urgence climatique. C'est important d'avoir en tout cas quelque chose qui lance cette dynamique-là. En fait. Eh bien, pour nous forcément, au Francofolie, quand on accompagne des artistes comme Colline et qui ont un tel discours, on se trouve tout à fait à notre place quand on met en relation artistes, associations et qu'on peut faire écho à ces démarches-là. Émilie Yakish. D'une part. D'autre part, on est ici au village Franco-Océan, donc forcément cet engagement envers le vivant qui nous entoure, qui nous relie les uns aux autres est important pour nous parce que on vit toute l'année l'équipe de La Rochelle à côté de cet océan, que donc ça nous arrive aussi. Le service. Ça nous arrive aussi. Enfin, je pense à toutes les éditions des Francopholies, de nous rendre compte comment on est dans ce vivant, parce que on sait qu'un coup de vent peut avoir des conséquences. Voilà, les annulations qu'il y a eu sur les Francopholies ont souvent été liées comme ça à l'environnement, et que donc un changement climatique en cours peut avoir des répercussions sur notre existence même. Donc naturellement se dire qu'il faut défendre ces sujets et soutenir le fait que ce soit fait, comme tu l'as dit, par le fait de donner la parole à des jeunes qui peuvent s'exprimer artistiquement là-dessus. Ça a toute la cohérence. On fait aussi beaucoup de médiation avec les Francopholies. On en a fait avec Colline, ça s'appelle Francophonie demain. Permettre à tout un chacun d'expérimenter, de trouver les ressources de son imaginaire, d'associer son imaginaire à des démarches engagées comme la défense de la biodiversité, c'est forcément lié à des choses qui correspondent à la société qu'on veut accompagner. C'est bien beau de se revendiquer écolo quand on est artiste. Le monde de la musique est très énergivore, ne serait-ce que faire venir et déplacer beaucoup de personnes sur une salle de concert ou pendant des festivals. Tristan Niwarn, artiste-compositeur, chanteur et musicien du groupe Matmata. Donc c'est vrai qu'on se pose des questions, nous les artistes et tout le monde de la musique réunis. Les Franco le font à merveille parce qu'ils nous le mettent sous le nez, sous les yeux de tout le monde, en essayant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment concrètement. Et j'ai pas les réponses, moi je viens écouter surtout ce qu'on peut faire. Et comme on voit que la plupart des festivals commencent aussi et parfois à présenter des programmations assez similaires, est-ce que nous, en tant que public et artistes, on pourra un jour choisir plus un festival qu'un autre en fonction de ces engagements qui tiennent d'ailleurs, des engagements qui sont tenus. Donc voilà, c'est des questions que je me pose. Voilà, donc Water Family, en fait, on fait de l'éducation à l'écologie. Renaud Hermen, responsable partenariat de l'association Water Family. Voilà, alors on est quelques-uns à faire ça sur ce village. Là, on a nos voisins et amis de Surfrider qui font ça aussi. Donc, dans l'éducation à l'écologie, il y a deux choses. Il y a éducation, c'est les enfants. Donc, en gros, on a un petit peu oublié de passer par nos enfants pour faire changer nos comportements. Certains l'ont bien compris. Si on prend McDo, le marketing de McDo, il est orienté sur les enfants. Parce qu'en fait, les enfants sont en fait les premiers influenceurs des familles. On dit qu'un enfant va influencer entre 7 et 10 adultes.
Donc il faut qu'on fasse de l'éducation à l'eau, à l'écologie, à l'école et dans tous les endroits où on va pouvoir leur donner cette bonne information. Et après, qu'est-ce que c'est une bonne information? C'est là où il y a le mot écologie. L'écologie, en fait, c'est une discipline scientifique. Ce n'est pas une opinion. Il n'y a pas les pour et les contre l'écologie. Ou alors il n'y a pas les pour et les contre le vivant. On fait tous partie de cette planète-là. On est tous des vivants. Et on doit juste comprendre comment fonctionnent les relations qu'on a entre nous, et notamment aussi avec l'eau. Moi j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes qui vont aller se politiser et prendre la parole et oser mélanger les convictions personnelles, écologiques et politiques à leur art. Colline Rio. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, qu'on est sur une montée en tout cas. Déjà juste au quotidien, moi j'ai de plus en plus de conversations hyper intéressantes avec des artistes que je viens de rencontrer sur ces sujets-là. Et musicalement, oui, il y en a. Je pense que vous avez tous en tête quand même Pomme qui a vraiment... j'ai l'impression que c'est l'artiste qui a le plus parlé de ses convictions écologiques ces dernières années et c'est hyper important et ça donne comment dire, un vent de motivation pour tous les autres. Comme on le fait souvent, écouter, compris. Et finalement, on s'est dit qu'on avait un intérêt, en tout cas, à allier nos forces pour ce projet. Émilie Yakish. Et moi, je suis assez contente de ce qu'on fait pour cette deuxième édition. Grosso modo, sur ce concours, des jeunes, entre, tu m'arrêtes si je me trompe, mais 18 et 25 ans, 30, pardon, peuvent en effet candidater en fournissant une vidéo, slammer, compter, chanter. Et c'est cette réalisation artistique un peu complète finalement qui va être présentée au jury et à partir desquels on va décider du lauréat de l'année prochaine. Et c'est surtout des messages ensuite à médiatiser par nos différentes structures. Moi, ce que j'ai adoré avec ce concours... Arthur Pereira, jeune réalisateur et vidéaste, participant et lauréat du premier concours à voix haute pour la biodiversité. C'est l'opportunité de retrouver une légitimité à prendre la parole sur des sujets qui deviennent saturés. On va être honnête, parce que déjà des jeunes qui prennent la parole sur l'environnement, etc., il y en a de plus en plus, c'est cool. Mais en même temps, il y a une grosse partie qui ne s'engage pas, plus par un manque de confiance. C'est pas un problème de conviction, c'est juste un problème de légitimité, de pourquoi est-ce que moi plus qu'un autre, etc. Et je trouve ça beau en fait qu'il y ait des concours, qu'il y ait des associations, qu'il y ait des synergies comme ça qui se montent pour en fait mettre en lumière pas leur action eux, mais en fait le potentiel des autres qui sommeillent en fait. Et puis nous, c'est pour ça que c'est notre logo, nous association finalement devenir les porte-voix de cette jeunesse et de cette nouvelle manière de s'exprimer. L'association Humanité et Biodiversité a pour mission de favoriser la prise de conscience et de partager la connaissance sur la biodiversité, par des publications, des conférences, des actions de formation, et elle développe un partenariat particulier avec les Francopholies de La Rochelle à travers le concours à voix haute. On va dire à ma place, si j'ai un message qui m'est attribué, je suis passif. Arthur Pereira. Si par contre j'ai un tremplin pour prendre la parole, je suis actif. Voilà, c'est tout en fait. Et aujourd'hui, pour être très honnête, je pense que les jeunes ont autant de leçons à donner que en fait, les écoles, les institutions. Deux livres si différents, mais qui se rejoignent aussi dans leur cœur. Manifeste politique de désir et de liberté. Didier Varro, animateur des Folies littéraires. Avec Barbara Carlotti, nous voyons éclore l'une des premières œuvres poétiques et littéraires qui expriment la parole des femmes à l'ère post-MeToo. Toutes les peurs, les contractions dues à la soumission, à la dérive des hommes savants, aux effets pervers du patriarcat et d'une société hétéronormée sont là. Mais les femmes qui parlent savent désormais qu'elles peuvent dire et exprimer leur liberté et leur désir d'Amazone conquérante. Avec Barbara Pravi, on écoute ravi cette injonction à se lever, à incarner des femmes debout, avec en creux la révolte iranienne, la guerre en Ukraine et ce besoin de traduire ce vibrant appel à se lever en langue arabe. Et puis je me suis dit, il faut que j'ai une vraie raison d'écrire, il faut que j'ai une vraie nécessité en fait d'écrire. Barbara Carlotti, artiste, interprète, compositrice et écrivaine. Et c'est vrai que quand il y a eu le mouvement MeToo, ça m'a posé tellement de questions que je ne trouve pas encore toutes élucidées, parce que forcément les féminismes qui s'expriment sont pour moi très importants, mais en tout cas il y a plein de manières d'aborder tous ces sujets. Et c'est vrai que moi, je me disais que si
si j'arrivais à passer par de la fiction, par des histoires précises, particulières, ça pourrait m'aider déjà à essayer de débroussailler une infinité de questionnements en moi. Il y a beaucoup de chansons que j'écris et qui ont une vertu. Barbara Pravi, artiste, compositrice, autrice et écrivaine. Guérisseuse pour moi. Les mots ont un véritable pouvoir, la parole a un véritable pouvoir. On peut véritablement mettre des idées dans la tête de quelqu'un, on peut changer la vie de quelqu'un et l'estime que cette personne a d'elle ou de lui, rien qu'en lui parlant, rien qu'en s'adressant à cette personne. Et en fait, la chanson, c'est ni plus ni moins que des formules, quoi. Donc des vœux qu'on adresse, des désirs qu'on fait devenir, qui prennent vie, parce qu'à partir du moment où ils sortent d'un imaginaire et qu'ils sont écrits et chantés, ça les fait exister comme des petites personnes. Donc les chansons, toutes les chansons, si on y réfléchit bien, sont toutes un peu des prières. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on raconte, comment on le raconte. Il y a des chansons qui peuvent déclencher la haine et des chansons qui peuvent déclencher l'amour. Enfin, je veux dire, en concert, on le voit, il y a des... Pourquoi est-ce que parfois on chante quelque chose et les gens se mettent instantanément à pleurer ou à rire ou à se lever? C'est bien que ça... Et donc la question qui m'est venue spontanément, c'est est-ce que la relation entre la condition féminine et l'écriture est encore un sujet de ton point de vue? Moi je pense que c'est toujours un sujet. Je pense que là-dessus Barbara Carlotti. On évolue assez lentement, c'est-à-dire en fait je pense qu'il y a des réflexes un peu systémiques qui s'expriment toujours, c'est-à-dire on parle de la crudité du langage pour décrire certaines scènes sexuelles, par exemple, dans mon livre, et je me dis, mais en fait, moi, quand je lis des livres de Nicolas Mathieu, il y a des tonnes de scènes de sexe et personne n'en fait un sujet. Pourquoi, chez moi, on en ferait un sujet? Je ne comprends pas, en fait. Alors oui, bien sûr que je comprends, en fait, ce qui se passe. De toute façon, le métier artistique, tous les métiers artistiques sont un peu des anomalies, je crois, pour le commun des gens. Barbara Pravi. Ce qui est sûr, c'est que souvent, quand c'est un homme qui fait, on est plus tendre, c'est-à-dire on se dit c'est un artiste, il est poétique, c'est comme ça qu'il s'exprime, on imagine un peu l'homme torturé. Et quand c'est une femme, c'est pas permis. Comment dire, c'est pas permis, c'est mal vu, c'est vrai que c'est mal vu. Et c'est encore le cas, et après je rejoins tout ce que tu as dit, je suis d'accord à 100%. Encore une fois, je ne me pose pas du tout cette question-là. Pour moi, c'est une nécessité. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un endroit dans cette planète où je me sentais bien, parce que j'étais très mauvaise à l'école. La seule chose que je savais faire, c'était écrire et chanter. Et je crois que c'était vraiment... Je m'accrochais à cette certitude-là, comme si j'étais toute seule au milieu de l'océan et que je savais qu'à un moment donné, j'allais trouver un endroit où mon bateau allait atterrir, et pour l'instant j'étais toute seule sur mon bateau perdu, et le seul truc que je savais, c'est je sais écrire, je sais chanter, je sais écrire, je sais chanter. Donc c'était vraiment une nécessité, et c'était pas du tout un acte d'émancipation, au contraire, c'était plutôt un acte pour une safe place pour moi, quoi. Pour m'aider à écrire, disons, mes chansons, je vais vers Barbara, qui n'a pas de nom de famille, donc aussi Monique André. Mais donc voilà, ça c'est vraiment pour les chansons. Je trouve qu'elle a une façon d'écrire des histoires qui est bouleversante. Et autrement, je sais que celle qui m'a vraiment déclenché l'envie de lire, c'était George Sand ou Françoise Sagan. J'ai vraiment lu beaucoup les deux quand je suis sortie du lycée. J'ai commencé à me faire une bibliothèque de femmes parce que je m'étais rendu compte j'étais en bac L et on n'avait pas du tout on n'avait aucun livre féminin, on entendait très peu parler des femmes, et donc je me suis rendu compte que je m'étais construite, que je me construisais sans modèle quelque part, et du coup j'ai cherché à lire beaucoup d'autrices. C'est intéressant, ça veut dire qu'on a besoin un moment de modèle. Pour moi, alors, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on se formule quand on a 15 ans. On se dit, quel modèle je vais prendre? Parce que c'est quelque chose qui arrive après. On se rend compte après qu'en fait, on n'avait personne en qui se projeter, même des métiers. Enfin, je veux dire, quand on parle même en histoire je sais pas, toute la période de la guerre, on nous parle d'aventuriers, on nous parle comment on appelle le mot m'échappe, ceux qui conduisent les avions d'aviateurs. Ouais. On nous parle de militaires, on nous parle de plein de choses, et les femmes, elles sont à la maison, quoi.
Voilà, je trouve ça terriblement triste. Et donc du coup, on se rend même pas compte, parce qu'on n'a pas cette réflexion-là quand on est adolescent, en tout cas moi je me rendais même pas compte qu'il n'y avait aucun visage, aucune destinée qui me faisait vibrer, quoi. Le morceau qui suit est un petit peu spécial. D'abord parce qu'il n'est pas de moi. Ensuite parce que tout à l'heure je vous ai parlé de Brel. C'est pas trop par hasard, il n'y a pas trop de hasard je crois, mais que des boucles. Parce que ce morceau c'est une chanson de Brel en traduction cette fois-ci. C'est une chanson qui s'appelle La chanson des vieux amants et qui a été traduite en créole mauricien par un poète mauricien qui s'appelle Michel Ducasse. Et on a le même nom parce que c'est mon papa. Voilà. Quand j'étais danseuse et qu'on faisait comme ça de l'EAC, et je repense à cette expérience-là avec des personnes en situation de handicap. Perrine Gabrielsen, responsable des actions EAC pour les Francopholies, chorégraphe et danseuse. Et bah pour le coup, j'étais assez partagée, mais peut-être que c'était pour ce public-là. Mais on était dans un théâtre, on était sur scène, on les faisait danser avec nous, et j'oublierai jamais le regard de ces personnes. Il y avait un regard, bien sûr ils étaient très heureux, je sais que ce moment était vraiment magique, je l'ai vu dans leurs yeux, ils nous regardaient, nous les danseurs, la compagnie, comme si on était des déesses et des dieux, et c'était très fort. J'étais à ce moment-là convaincue du bienfait du truc, mais à la fin on leur a dit au revoir, je les ai plus jamais revus. Et pour le coup, là, il y a eu un côté, enfin, moi, ça m'a serré le cœur en me disant, mais tout ça pour ça. Enfin, là, j'ai pris, enfin, je me souviens, voilà, il y avait un trisomique, je l'ai pris, je l'ai accompagné, on a dansé, on a fait de la danse contact, et c'était très beau. Et il avait les yeux qui brillaient, mais après, il est rentré dans son centre et ça m'a quand même perturbée. Donc je dis pas que du coup il fallait pas le faire parce que c'est 3 heures d'atelier, c'était très bien, c'est mieux que rien. Mais enfin voilà, je sais pas pourquoi j'en parle, mais ça m'a voilà. Aux Francopholies, on fait pas de choses courtes. Par exemple, quand on organise ce qu'on appelle une classe chanson, l'intervention d'un artiste dans une classe, que ce soit en primaire ou en collège, c'est une semaine par exemple, c'est du lundi au vendredi. Et éventuellement, ce qu'on peut faire en format très court, c'est un atelier d'écriture de chansons collectives pour des adultes, où là, ça dure 3 heures. Voilà. Mais long débat sur le AC, sur le fait des one-shot ou pas, des trucs courts. C'est mieux que rien, mais on le retire vite aux gens. Je sais pas, ça me perturbe. La porte laisse la nuit entrer. Dans le corps à corps de le monde frémit encore. Il est trop tôt pour renoncer à la beauté. Il est trop tôt pour renoncer tout court. Ainsi, la structure ne fait pas que diffuser, l'artiste ne fait pas que chanter, et le public ne fait pas qu'écouter. Leurs actions et leurs implications sur leur environnement va bien au-delà, et commencent souvent par une discussion. À travers ce podcast, nous avons constaté à quel point la socialisation dans le monde culturel est en prise avec la société, et que la pérennité de ce secteur professionnel va dépendre de sa capacité à être viable selon une approche durable et responsable, de tous ses acteurs comme de ses spectateurs. C'était le Chantier citoyen des Francopholies, un podcast de l'Institut national supérieur de l'éducation artistique et culturelle du CNAM. Nous remercions les co-directeurs du festival, Gérard Pont et Émilie Yakish, mais aussi leurs responsables des actions EAC, Perrine Gabrielsen. Sans oublier les artistes Colline Rio, Barbara Carlotti, Barbara Pravi, Lisa Ducasse et Tristan Houard. Les associations Water Family et Humanité et Biodiversité, ainsi que leurs lauréats pour le concours à vol. Et enfin, l'animateur et journaliste Didier Varro. Prise de son et réalisation, Raphaël Roth, Mickaël Sauvage et Julien Lebeau. Un podcast établi par l'INSEAC sous la direction scientifique d'Emmanuel Etis. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Sculptez le son.
aiguiser son regard. L'INSEAC du CNAM.